je me suis trouvée en face des choses à faire, et ce sont les choses à faire qui m'ont engagée. C'est l'événement qui est venu me tirer par les cheveux, et pas du tout moi qui ai été chatouiller l'événement. Je vous amène un message du président de la République qui vous souhaite un bon anniversaire. Madame, chère Germaine Tillon, je tenais à vous transmettre en ce jour important l'affection de la nation tout entière, sa reconnaissance aussi. J'y tenais et les Français avec moi pour toutes sortes de raisons, d'engagement, de passions et de souffrances qui font que vous incarnez véritablement ce que l'on peut appeler le siècle Tillon. Germaine Tillon naît le 30 mai 1907, en Haute-Loire, dans le bourg d'Allègre. J'ai un arrière-grand-oncle qui a été guillotiné à Paris, parce qu'il était prêtre. Les deux grands-pères étaient notaires tous les deux, c'est peut-être pour ça qu'ils ont marié leurs enfants. La famille de mon père était du Charolais, de Charolles, et la famille de ma mère, dans l'Auvergne. Lucien Tillon, son père, juge de paix à Allègre, est passionné de musique et de photographie. Avec son épouse, Émilie Cussac, il lance une collection culturelle sur la France et l'Europe, les Guides bleus. La famille quitte l'Auvergne pour la région parisienne quand Germaine a 15 ans. Mon père est mort quand j'étais assez jeune. Ma mère était une femme extrêmement intelligente. Devenue chef de famille, Émilie poursuit les publications. Elle laisse chacune de ses deux filles, Germaine et Françoise, suivre sa voie. Et c'est en faisant de la préhistoire que je me suis dit, la chose intelligente pour éclairer la préhistoire, c'est de faire de l'ethnographie, c'est-à-dire d'étudier les peuples les plus anciens. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Beauce. Son deuxième directeur de thèse, l'islamologue Louis Massignon, restera un ami proche jusqu'à sa mort. Jeunesse studieuse, mais aussi jeunesse joyeuse. Germaine va souvent au concert et au théâtre. Avec sa sœur Françoise et un groupe d'amis, elle pratique la natation, la voile, le kayak dans les gorges de l'Ardèche. Travaillant auprès de sa mère, à la rédaction des Guides bleus, elle voyage à travers l'Europe, à plusieurs reprises en Allemagne, où elle observe la montée du régime nazi. À 27 ans, Germaine Tillon est envoyée en Algérie dans l'Aurès, avec Thérèse Rivière, par un institut international basé à Londres. Elle choisit de s'installer dans le douar le plus démuni, le plus éloigné des routes et des représentants de l'ordre, à 14 heures de cheval du centre administratif le plus proche, Arris. Nous sommes donc partis ensemble et nous avons travaillé, donc chacune de notre côté, avec comme mission faire une thèse de doctorat. J'ai donc fait l'apprentissage de la solitude. J'ai commencé à d'abord écouter les gens, un à un, leur rendre des services, souvent, quand il y avait quelqu'un de malade, malgré tout, donner des conseils. Ils savaient que on leur écrivait une lettre, en fait leur rendre service, vraiment. Et parler avec eux. Et au bout assez vite, je me suis trouvée savoir beaucoup de choses sur leur tribu, ce qui fait que bien souvent, ils venaient même me demander mon avis sur leurs propres questions. Mon travail, c'était de comprendre l'endroit où j'étais, d'enregistrer ce que me disaient les gens,
de noter, de faire des photographies, mais pas seulement, de comprendre chaque détail de la vie quotidienne. Au mois d'août 1935, pendant une semaine, Germaine accompagne au pèlerinage du Djebel Bous les hommes de la tribu chez qui elle s'est installée, les A. Abderrahman. Alors, au fond, il est certain que quand Mauss m'en a parlé, j'aurais encore mieux aimé aller chez les Kanaks ou chez des gens encore plus lointains. En Amazonie. Ou en Amazonie. Mais je me suis dit, après tout, n'importe où, pourvu qu'on ait un angle de visée. Si la nature m'avait pourvu d'un œil de cyclope au milieu du front ou d'un museau de chien, je les aurais moins étonnés qu'avec mon costume de cheval, mon matériel de campement et les heures que je passais chaque jour à écrire. Passés les premiers étonnements, ils s'habituèrent à moi et s'aperçurent alors que je n'étais pas un animal malfaisant, résistant mieux qu'eux aux terreurs engendrées par les représentants de l'administration ou par ces monstres que l'on appelle les djinns. Les Chaouïas que vous rencontrez quand vous arrivez dans les Aurès, ils vous semblent exotiques ou ils vous semblent proches ou ils vous semblent... Très rapidement, je me suis aperçue qu'ils étaient au fond très proches de nous. Et c'est là justement que j'ai très proche des paysans français. Ses recherches et sa carrière universitaire vont être interrompues plus de 20 ans par la Seconde Guerre mondiale, puis par la guerre d'indépendance d'Algérie, dans lesquelles elle s'impliquera totalement. Une fois sortie des tourments des camps de concentration nazis et de son engagement dans le conflit algérien, Germaine Tillion peut enfin retourner à sa première passion, l'ethnographie. Son but ? Décrire l'immense branle-bas à l'origine de l'avilissement tenace de la condition féminine dans le monde méditerranéen. De 1960 à 1974, Germaine Tillion sillonne ainsi l'Afrique, alternant missions du CNRS, de l'OMS, de l'ONU, avec des voyages personnels. À partir de 1966, année de parution de son livre « Le harem et les cousins », Germaine Tillion s'intéresse de plus en plus aux berbères nomades du Sahara. La société touareg ne serait-elle pas la vivante illustration d'un passé berbère ? Elle a lu dès 1940 le dictionnaire du père de Foucault et y a retrouvé les termes de parenté berbère gardés par les Touaregs, perdus chez les Chaouïas, qui, eux, ont adopté des termes arabes. La société maghrébine aurait donc viré, en même temps que la condition des femmes ? Il faut aller voir sur place. Les cousins, côté père, sont tous des pères, que leurs enfants appellent Abba. Les cousines, côté mère, sont toutes des mères, que les enfants appellent Anna. Eau et pâturage sont les deux mamelles des éleveurs du Sahel. L'hospitalité, un devoir intangible, même si l'honorer n'est pas toujours facile. Germaine n'oublie jamais, au-delà des présents traditionnels, thé, tabac, de partager confitures, fromages, friandises bien de chez nous. Les campements rassemblent parents, alliés et serviteurs. Les hôtes de passage aussi. La tente, traditionnellement en cuir, est propriété féminine, marque significative du statut des femmes touaregs. Chez les Touaregs,
ce sont les hommes libres qui sont voilés, symbole pittoresque, selon Germaine, d'une inversion presque trait pour trait de la mécanique sociale entre les sociétés berbérophones du nord et du sud du Sahara. Ce qu'elle résume à sa façon, et le bon gars du Sahara qui veut faire plaisir à papa doit choisir pour beau-père non pas le petit frère de son père, mais le grand frère de sa maman. S'il vit au nord du désert, c'est le contraire qu'il doit faire. C'est seulement en regardant qu'on finit par voir un beau jour, un peu mieux que la veille. Et ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas encore un peu mieux le lendemain. Néanmoins, il faut déjà commencer par regarder. Dans ses recherches au Sahara et 40 ans plus tôt dans l'Aurès, dans la tourmente de la guerre d'Algérie, comme dans l'horreur de la déportation, Germaine Tillion n'a pas cessé de confronter ses observations et ses expériences avec ce que lui avait enseigné l'université et d'en nourrir ses engagements. En réalité, on retrouve dans tous les pays paysans une exigence. Et cette exigence, c'est de maintenir la terre dans une seule main. Parce que la terre ne se divise pas. La terre, c'est un instrument de travail. C'est comme votre caméra. Votre caméra, vous ne pouvez pas la couper en deux et en donner une moitié à l'un et une moitié à l'autre. En cas de décès, il y a un fils aîné. C'est l'aîné qui hérite. Point final. Et les filles, dehors. Ce livre, Le harem et les cousins, est consacré au destin de la femme dans la Méditerranée. Et cette petite fille, qui a l'air si intelligente et qui visiblement a l'air de poser une question, elle pose une question au destin. Quel va être mon destin? Eh bien, si cette petite fille est une paysanne, elle va avoir un fils. Et si elle a un fils, ce fils sera en tout cas la propriété de sa mère. C'est pourquoi, si cette paysanne, cette petite fille est devenue une paysanne, je dirais que la paysanne n'est pas tout à fait malheureuse, parce qu'elle a une domination écrasante sur son fils. Mais si cette petite fille va en ville, à ce moment-là, la pauvre petite fille, elle a raison de se poser des questions. Parce qu'on peut l'acheter dans la rue, tout simplement, avec 3 ou 4 enfants, et le père foutre le camp, on ne sait pas où, et ne jamais revenir. Chère mademoiselle, depuis bien longtemps, j'avais formé le projet d'écrire un jour un livre sur la flaque endogamique. M'en voici dispensé, Dieu merci, puisque ce livre, vous venez de le faire, et fort bien. J'ai lu Le harem et les cousins avec un extrême plaisir. Je voudrais ajouter, en songeant aux si nombreuses Algériennes qui se battent aujourd'hui pour leurs droits de femmes et de citoyennes, ma reconnaissance pour Germaine Tillion, devancière de nous toutes par ses travaux dans les Aurès, déjà dans les années 30, par son action de dialogue en pleine bataille d'Alger en 1957, également pour son livre « Le harem et les cousins », qui, dès les années 60, nous devint livre phare, œuvre de lucidité plus que de polémique. Ma théorie actuelle, c'est qu'il faut en revenir au système paléolithique, c'est-à-dire... Il faut se marier avec l'étranger. Avec l'étranger. D'accord. Et pourquoi ça? Pour que l'étranger vous garde vos frontières. Je comprends. Parce que, rendez-vous compte que nos ancêtres, les sauvages, nos ancêtres communs à toute la terre, ce sont nos ancêtres les sauvages. Et nos ancêtres les sauvages, ils n'avaient pas de fil de fer barbelé pour préserver leur gibier. Et par conséquent, il fallait qu'ils se mettent d'accord avec les gens qui étaient de l'autre côté de la forêt. Et ils n'avaient pas d'autre moyen de se mettre d'accord avec eux que d'échanger leurs femmes. Moi, je te passe ma sœur, tu me passes la tienne. Et voilà.
C'est ça le mariage paléolithique. C'est ça, et qui permet la paix. Et qui permet la paix. Parce qu'autrement, c'est la guerre. Autrement, c'est la guerre tout le temps. Et nous en sommes revenus maintenant à une période où il faut faire la paix. Retourner, non pas au paléolithique, au point de vue outil, mais au paléolithique, au point de vue politique. C'est-à-dire une politique de conversation avec l'autre. Le fait de me trouver dans ce monde tout de même très archaïque, ça me permet de regarder la politique de loin. Oui. Et au fond, je n'ai jamais cessé. Et l'ethnologie, en plus, vous porte à regarder la politique de très loin. Ça ne veut pas dire avec malveillance. Non, elle est nécessaire, la politique. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire, mais elle est insuffisante. Il faut aussi le bon sens, en plus de la politique. Et aussi considérer l'autre, même en politique. De 1958 à 1977, directrice d'études à la 6e section de l'école pratique des hautes études, future école des hautes études en sciences sociales, elle y enseigne l'ethnologie arabo-berbère, en s'appuyant sur ses missions sahariennes et moyen-orientales. Elle y dirige des thèses et anime une équipe de recherche sur la littérature orale arabo-berbère. À mon retour d'Algérie, quand je suis arrivée à Paris, la première chose que j'ai faite, ça a été de chercher qu'est-ce qu'on pouvait faire pour résister aux nazis. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Puisque l'armistice était nul et non avenu, je n'y croyais pas. Je me suis dit, jusqu'où ils vont s'effondrer? Qu'est-ce qu'ils ont cédé aux Allemands? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas cédé? Il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas nous laisser étrangler comme ça, sans rien dire et sans rien faire. La première chose que j'ai faite, tout de suite après l'armistice, ça a été de donner nos papiers d'identité à une famille qui s'appelait Lévy. Toutes les réunions de résistance, les premières ont eu lieu dans ma propre maison, en présence de ma mère, naturellement, et la mienne. Ma mère était aussi violemment pour la résistance que moi. La chose qui m'a mis hors de moi, c'est quand la clause de l'armistice qui disait qu'on devait restituer aux Allemands tous les réfugiés qui étaient venus se réfugier en France. Alors j'ai considéré ça comme le comble de l'abjection. L'indignation est une chose qui peut soulever une montagne. C'est le sentiment le plus fort. C'est quand devant le crime, devant la cruauté absolue, quelque chose en vous qui se gonfle et qui se soulève, c'est véritablement c'est ce qu'on peut appeler l'indignation. C'est à la fois la révolte et la colère, mais c'est en même temps le sentiment que la justice est de votre côté. Et qu'en face de vous, celui qui est en face de vous représente le mal. Fait faire une belle plaque sur laquelle il y avait écrit UNCC. Ça voulait dire Union nationale des combattants coloniaux. Alors on avait collé ça sur une porte. Et là, je me suis chargée de recruter tout un groupe pour faire des colis et des lettres à nos combattants coloniaux. Et surtout, nous avons essayé de les mettre en rapport avec leur famille. Et puis alors, quand ils ne savaient pas un mot de français, alors là, nous avions un truc encore bien mieux.
on envoyait un de nos prisonniers, celui qui ne parlait pas un mot de français, avec un petit mot pour le docteur Le Bourris, par exemple. Alors il s'amenait avec son petit mot, le docteur Le Bourris, qui était au courant, le collait dans un lit et écrivait une lettre sur le lit. Alors là, tous les médecins allemands arrivaient devant, c'était le camp, comme si c'était le diable, et on les collait dans un train sanitaire qui les emmenait confortablement en zone libre. Il y avait beaucoup de choses à faire. Premièrement, il y avait des évadés. Il fallait donc absolument leur trouver des vêtements, des papiers d'état civil, des asiles. Nous avions le but de cacher tous les clandestins, c'est-à-dire les juifs. Il y avait un deuxième problème, qui était celui de l'information, de la non-information du peuple français. Puisqu'à ce moment-là, nous n'avons eu d'un seul coup comme information que ce que pondait la radio de Vichy et la radio allemande, c'est-à-dire des mensonges. Alors il fallait donc absolument informer les Français. Donc il nous fallait faire des tracts et des journaux clandestins. Ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, c'était que nous avions des renseignements militaires et que ces renseignements militaires, il nous fallait absolument les faire arriver jusqu'à Londres. Nous avons improvisé tout ça. C'est moi qui l'ai appelé Réseau Musée de l'Homme, et je l'ai appelé Réseau Musée de l'Homme après la guerre. Je me souviens terriblement de ce jour. Ça a été pour moi une blessure profonde. Et j'avais qu'une seule idée, c'était tout de même de sauver des condamnés à mort. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que toutes les fois qu'on était arrêtés, c'était la mort qui était au bout. Germaine Tillion conclut que la seule façon d'aider les condamnés était de les aider à s'évader. Elle organisa des réunions chez elle afin de préparer l'évasion d'un chef du réseau Intelligence Service. Cependant, un agent de l'Abwehr, le service de contre-espionnage allemand, s'était infiltré dans le réseau. Le traître était un prêtre nommé Alech qui avait assisté aux réunions chez les Tillion. Le 13 août 1942, il livra Germaine aux mains de la police allemande. J'ai été arrêtée à la gare de Lyon. Il y a quelqu'un qui me touche l'épaule et qui me dit « Police allemande, suivez-moi ». Alors moi, je me tourne vers lui et d'un air agressif, je dois dire, je lui dis « Vous pensez peut-être que je suis juive ?» Et alors il m'a dit, sur le même ton, « Non, madame, je ne le pense pas, mais je veux vérifier vos papiers. » Ensuite, on m'a conduit rue des Saussaies. Mais au fond, je n'ai pas été vraiment maltraitée pour une raison. Le traître qui m'a vendu ne savait presque rien sur notre réseau. Il connaissait des choses que sur le réseau de l'intelligence service. Sur le réseau Musée de l'Homme, il ne connaissait rien. Émilie Tillion fut arrêtée chez elle, le même jour que sa fille. Toutes deux furent envoyées à la prison de la Santé, puis à Fresnes. Alors, je recevais donc dans ce petit sac de linge sale, je recevais du linge propre 2 fois par mois. Et le sac avait double paroi. Et dans la double paroi que voilà le sac. Et voilà le double paroi. J'avais un tissu de soie sur lequel Marcel Montmarché, qui était donc la fille de grands amis de mes parents, avait tapé à la machine. Elle cousait la soie sur une feuille de papier et elle tapait à la machine tout ce qu'avait dit la radio de Londres. Et alors, je recevais donc le compte-rendu de la radio de Londres dans ma cellule de Fresnes et je criais tout ce que m'avait dit, tout ce que j'avais lu par le tuyau du chauffage. Et Anis Postel-Vidé grimpait le long de sa fenêtre,
jusqu'au vasistas, qui était à peu près à la hauteur des vers les plus hauts ici. Et là, elle criait toutes les nouvelles de Londres à toute la prison de Fresnes. Rappelle-toi, à Nice, quand nous nous sommes rencontrés sur le quai de la gare du Nord, je vois une jeune fille de 20 ans, qui s'avance vers moi et qui me dit « Je suis Daniel. Bonjour, Coury. » Coury, c'était mon nom de guerre. Nous nous connaissions uniquement de nous être entendus par la fenêtre en prison et nous ne les étions jamais vus. Mais nous connaissions très bien, nous avions passé des mois, toute une année dans la même prison, donc on se connaissait d'avoir parlé ensemble. Je connaissais la voix d'Anise, mais je connaissais que sa voix. Je ne l'avais jamais vue. Et moi, j'étais en prison, dans la première prison, juste à côté de la maman de Coury. Et pendant des semaines et des semaines, la maman de Coury a cherché où était sa fille en prison. Et moi, comme j'avais une grosse voix, je criais par la fenêtre, Irène, qui était le faux nom de la maman de Coury, demande des nouvelles de Coury. Et on répétait le message indéfiniment. Le message est arrivé que Coury était bien dans la prison, mais le message n'est pas retourné, que Irène était là aussi. J'ai revu maman de loin à Fresnes. Une fois, ma porte s'est ouverte, en même temps que la porte à l'étage au-dessous, mais qui était en face, la porte de maman. Et à ce moment-là, nous nous sommes regardés. Ça a été pour moi déchirant. Ça a été pire que tout le reste. En arrivant à Ravensbrück, là, j'ai senti, en arrivant, probablement ce que sentent les animaux quand on les amène à l'abattoir. Quelque chose d'analogue. Le sentiment qu'on arrive à la mort. 132 000 femmes et enfants venus de toute l'Europe furent détenus à Ravensbrück et contraints au travail forcé pour alimenter la machine de guerre nazie. Ravensbrück fut le siège d'infâmes expériences médicales et servit de lieu de formation des surveillantes SS. Des milliers de femmes y moururent de faim, de maladie et d'épuisement. D'autres furent battues à mort, fusillées ou bien gazées. Environ 8 000 Françaises furent déportées à Ravensbrück. On ne pouvait pas vivre seul dans ces histoires-là, ou alors on mourait. On avait absolument besoin de veiller les unes sur les autres et de s'entraider, parce que seul, c'était fini, on disparaissait. À l'automne 1944, la libération tant espérée pour Noël ne paraît plus vraisemblable. Germaine Tillion s'inquiète de nous voir tomber une à une dans le désespoir. Elle nous convie à écrire avec elle quelque chose de gai. J'ai écrit une opérette, c'est-à-dire une chose comique, parce que je pense aussi que le rire, même dans les situations les plus tragiques, le rire, on peut rire jusqu'à la dernière minute. C'est un élément revivifiant, c'est le propre de l'homme, disent les naturalistes. Alors, cette pièce, Le Verfügbar aux Enfers, c'était l'histoire d'un Verfügbar c'était une analogie avec Orphée aux Enfers. En réalité, c'est avec des chansons que nous avions inventées pour marcher au pas, et qui étaient des chansons rigolotes. J'ai écrit ça dans une caisse d'emballage où m'avait caché une camarade. Et les morceaux de papier qui sont là avaient été volés par une Tchèque qui s'appelle Vlasta. Vlasta m'avait donné ces bouts de papier et de quoi écrire. Et dans ma caisse, j'ai écrit Le Verfügbar en 10 jours. Et ensuite, il a circulé de main en main, où ça a amusé nos camarades. Elle riait. Ma pays, d'abord
mes bijoux. Ma valise et mon sac en cuir roux, mes petites provisions, mon pot de saucisson, ma belle chemise et puis mon seul pantalon. Je croyais qu'on m'avait tout gris. J'espérais que c'était bien fini. Comme un bébé naissant, j'étais toute nue. C'est alors qu'ils m'ont tondue. Très vite, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le camp. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un mécanisme économique qui marchait et que ce mécanisme économique consistait à extraire le maximum de travail de gens mourants, de femmes mourantes, jusqu'à ce qu'elles meurent effectivement. Autrement dit, c'était une invention qui permettait de rendre la mort une chose rentable. Alors j'ai donc essayé d'expliquer à mes camarades comment fonctionnait la machine, cette machine de mort. Et je me souviens que mes camarades m'ont dit que ça les avait réconfortés. Parce que comprendre un système, même un système qui vous écrase, c'est faire usage de la raison humaine, et c'est quelque chose qui est un besoin et une force. Ce que tu nous as donné, c'était d'être capable de pouvoir comprendre, parce que tu as observé, que tu nous aidais à comprendre. Pour ça, il fallait d'abord que tu comprennes, et après, il fallait que tu communiques ta connaissance, ce qui n'était pas facile non plus, ce qui était dangereux également. Nous avons été au tuyau ensemble. Et c'est vrai. Le tuyau avait, je ne sais pas combien de mètres, tous les 2 mètres, il y avait une fille. Il ne fallait pas que le tuyau touche par terre. Voilà que Germaine s'est mise à parler. Et on s'est mis autour. On a voyé, en faisant tous les 2 mètres, on arrivait quand même à se mettre l'une à côté de l'autre. Et elle nous a parlé des SS. Ouais. Elle nous a fait un cours d'ethnographie. Mais du coup, on n'avait plus peur. On les comprenait. Et je pense que Germaine a pu avoir un peu de repos aussi pour faire son écrire et tout. C'était vraiment, pas le paradis, mais un coin moins mauvais. Un coin moins mauvais, oui. Une escale en enfer. Il y a eu plusieurs vagues d'assassinats à Ravensbrück. Il y en a eu dans 1942, nous n'étions pas encore là, mais celle que nous avons vécue, ça a commencé en février 1945. On nous a appelés un soir pour être transférés, pour changer de camp. Germaine, toujours optimiste, a dit si on change de camp, au moins je vais emmener maman. Comme ça, maman sera à l'abri de ces fameuses sélections, parce qu'elle avait les cheveux blancs et tout ça. Et moi, mes camarades tchèques m'ont dit mais c'est un très mauvais transport, il ne faut pas rester là-dedans. Et en fait, on était enfermés avec les tziganes, avec leurs enfants. Et alors, c'était à peu près sûr que c'était pour être assassinés, parce que les tziganes et les enfants, c'était pas pour aller travailler. Et alors, on a passé une nuit comme ça, enfermés au Strafblock, Madame Tillion, Germaine et moi, mais Germaine était malade comme un cheval, elle avait 42 fièvres, elle avait un abcès là, et dès le lendemain matin, on a réussi à la faire transporter à l'infirmerie pour qu'on la soigne, parce qu'elle tenait absolument pas debout, et moi je suis restée seule avec Madame Tillion dans cet enfer. Et voilà que le soir même, j'apprends tout d'un coup qu'il va y avoir une sélection et qu'on est tous obligés d'aller le long du mur pour passer cette sélection. Alors j'étais affolée et j'ai dit à Madame Tillion, écoutez, si on va vous cacher, parce que les filles, quelquefois, se cachaient, on faisaient des planches et on les cachait dans le plafond du bloc.
fallait grimper au 3e étage des lits et puis pousser les filles pour qu'elles se cachent. Et alors Madame Tillion m'a dit, écoute ça ma petite fille, non, je ne veux pas faire cette gymnastique. D'ailleurs, j'ai toujours décidé que j'irais en face de mon destin et elle m'a rappelé que son vœu le plus cher, c'était de se voir mourir. Je suis arrivée en juillet 45. Ma sœur était encore en Indochine. Ma mère avait été assassinée. Ma grand-mère était morte 4 mois plus tôt. Et ma maison était en ruine. Et je considérais que aucun devoir n'était plus impérieux que celui de recueillir un tableau aussi objectif que possible de ce qui venait de se passer, des crimes et des criminels. En décembre 1946, Germaine Tillion siège comme observateur au procès, à Hambourg, des responsables du camp de Ravensbrück. Elle y a été déléguée par l'ensemble des déportés de France. 4 ans plus tard, en qualité de témoin cette fois, Germaine et son amie Geneviève Antonios de Gaulle participent à Rastatt à un autre procès des responsables du camp de Ravensbrück. En 1949, David Rousset, ancien déporté, a fondé la CICRC, la Commission internationale contre le régime concentrationnaire, pour dénoncer les camps de concentration partout où ils existent. Germaine Tillion est chargée par ses camarades de l'ADIR, l'Association des anciennes déportées et internées de la Résistance, de les y représenter. Notamment en 1951 à Bruxelles, où, faute d'avoir été autorisée par l'URSS à enquêter sur place, la commission se constitue en jury pour entendre les témoignages sur le goulag. Cela vaudra à Germaine de cinglantes critiques de ses camarades communistes. Je venais de passer d'abord 2 ans de résistance, ensuite 3 ans de captivité, et ensuite 5 ou 6 ans où je n'avais fait qu'étudier les crimes des nazis, et attention, les crimes de Staline. Au fond, les 2 grands terroristes, si on peut dire, les 2 grands terroristes européens. On annonce que les Français sont en train de bombarder l'Orès, qui était la région où j'avais été. Alors, Massignon, bouillant d'indignation, dit on ne va pas aller bombarder des populations civiles. Et là, vous vous retrouvez devant une guerre. Et là, je me retrouve brusquement retransporté en Algérie. Quelles étaient vos armes? Ah, uniquement le témoignage. J'allais là-bas comme témoin. Je vais dans l'Orès, je retrouve des gens que je n'avais pas vus depuis 14 ans. Et je constate un effondrement économique dramatique. Je me dis, il faut absolument que le pouvoir français fasse quelque chose pour soulager la misère algérienne. Je me suis dit que lorsqu'on était ethnologue, on était dans la position d'un avocat. C'est-à-dire? Eh bien, un avocat doit défendre son client. Et moi, mon client, c'était l'Algérie. Je me suis trouvée dans un pays où je connaissais chaque sentier. Et je me suis trouvée à ce moment-là avec l'expérience des ressources de ce pays. Et j'ai constaté qu'en 14 ans, ces ressources avaient diminué d'une façon tragique. J'ai donc essayé d'analyser les causes de cette dégringolade, et de cette dégringolade mortelle.
j'écris noir sur blanc la mécanique moderniste qui pousse les peuples sous-développés vers la clochardisation et qui les pousse invinciblement vers la clochardisation. Parce que les structures de survie ont été détruites. Elles ont été détruites par l'évolution et la modernité. Diminuer la mortalité, c'est une qualité. Mais élever 20 enfants, il faut avoir 20 fermes. Ou un métier, ou 20 métiers. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La misère. Je crée les centres sociaux. Je prospecte tous les gens que je connais en Algérie. Mon objectif était de donner, de remonter le niveau de vie des gens de la campagne et de donner un métier à tous les enfants que la campagne ne pouvait plus nourrir. Créé moins d'un an après le début du soulèvement, le service des centres sociaux s'installe dans les zones rurales défavorisées et dans les bidonvilles. On y enseigne, on y soigne, on y oriente, on y aide garçons et filles, hommes et femmes. Sans entrer dans le jeu des propagandes, malgré la situation de guerre. 6 ans et demi plus tard, à l'indépendance, 120 centres avaient été construits à travers toute l'Algérie et 1 millier de moniteurs et de monitrices formés. Et je cherche quelqu'un de très qualifié pour diriger les centres sociaux. Et là, je trouve M. Aguès. Charles Aguès. Charles Aguès. Et qui était, alors, comme moi, très respectueux des cultures locales. On peut aussi garder comme une lampe, constamment allumée, la vieille culture. On avait créé quelque chose là-bas. Le bonheur de créer dans un climat extrêmement dangereux. Rien n'était plus dangereux que la guerre franco-allemande. Mais à ce moment-là, on créait quelque chose qui était au-delà de la haine. De toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'avoir créé les centres sociaux en Algérie. D'autres choses que j'ai faites étaient aussi nécessaires et justes, mais le bien et le mal étaient mélangés, comme dans tout combat. Les centres sociaux en Algérie, c'était œuvrer pour le bien, un bien qui n'était pas en opposition avec quelque chose, un bien créateur sans être destructeur. Pourtant, le personnel du service des centres sociaux est très vite victime d'arrestations, d'expulsions, de menaces, qui culminent en 1962, 2 jours avant le cessez-le-feu, avec l'assassinat par l'OAS sur leur lieu de travail de 6 responsables, 3 Algériens qui aimaient la France et 3 Français qui aimaient l'Algérie. 4 mois plus tard, 4 mois de folle violence, le nouvel État algérien ne reconduit pas le service des centres sociaux. Fin d'une expérience éducative hors norme. Reste d'indéfectibles amitiés de part et d'autre de la Méditerranée et les traces d'un idéal fécond. La Commission internationale contre le régime concentrationnaire est autorisée à enquêter en Algérie. Germaine Tillion participe à cette enquête en juin 1957. Nous voulons aller en Algérie, visiter tous les camps et toutes les prisons. Nous partons avec le pouvoir d'interroger qui nous voulons. Je retrouve dans chaque prison des gens que je connais et qui me connaissent, à la fois comme ami de l'Algérie et comme ancienne déportée. J'avais 2 titres pour être bouleversée et atterrée aussi, parce que j'étais en même temps
très angoissé pour le sort des pieds noirs, précisément, des Français d'Algérie. Je comprenais absolument l'affolement des populations civiles françaises et le désespoir des populations civiles musulmanes. Autrement dit, j'avais un désir intense d'arrêter la guerre. Tout ce que je voulais, c'est qu'on négocie, c'est qu'on se parle. Ouais, c'est qu'on se parle. Je voulais obtenir qu'on se parle. Librement. Chacun disant ce qu'il a à dire. Et tâchant de défendre ses intérêts. C'était utopique? Pas du tout. C'était raisonnable. C'était infiniment plus raisonnable que la guerre. Quand nous sommes rentrés de cette grande enquête à travers les camps et les prisons, j'ai une jeune étudiante qui vient me trouver et qui me dit « Ils veulent vous voir ». Et j'ai dit « Qui c'est ça, ils ?» Elle m'a dit « Je sais pas ». Étant donné que je suis ici précisément pour me renseigner, je les verrai et je m'attendais pas du tout à rencontrer des gens du FLN. J'arrive dans une rue de la Casbah, je rentre donc sans savoir qui j'allais rencontrer. C'était les deux grands patrons du terrorisme algérien, qui étaient là, Yassef Saadi et l'autre Ali Lapointe. Et ils avaient tous les deux une mitraillette à la main, 2 ou 3 revolvers dans la ceinture. Sur le canapé, il y avait assis Ali Lapointe avec sa mitrailleuse sur les genoux. Et en face de moi, sur un fauteuil, Yassef Saadi. Yassef me dit, vous voyez que nous ne sommes ni des brigands ni des assassins. Moi, j'ai un choc, et avec beaucoup de tristesse, et beaucoup de gravité, et beaucoup d'émotions internes, je leur dis très gravement, vous êtes des assassins. Et à ce moment-là, il a un choc lui aussi. Et c'est à quoi j'ai répondu exactement, nous sommes des assassins. Bien malgré nous, nous sommes des assassins. Quand on pose une bombe et qu'il y ait des amputés, on est automatiquement qualifié d'assassins. Et nous le sommes. C'est les conditions vouloir notre indépendance nous oblige à utiliser tout ce qu'on pouvait utiliser pour dire aux Français, il y en a marre, laissez-nous en paix, donnez-nous nous voulons notre indépendance, on lutte pour notre indépendance. Et il me raconte l'attentat qu'il avait lui-même ordonné et qu'il a été ensuite regardé. Vous croyez que ça me fait plaisir? J'ai pleuré dans le casino de la Corniche. Je vous donne ma parole d'honneur que les larmes, j'avais les larmes aux yeux en disant, Yassef, regarde-toi, bon Dieu, regarde ce que tu es en train de faire. Des jeunes filles, est-ce que j'aurais accepté que ma fille ait une jambe coupée? Jamais. Et je l'ai fait pour l'autre. Alors j'ai pleuré, je me suis dit, je ne recommencerai plus, je ne ferai plus de bombes. Au fond, moi-même, je me haïssais. J'ai dit, bon, arrêtez ça. J'ai dit, si on arrête, on cesse de torturer les Algériens et on ne les condamne pas. Moi, je vous donne tout de suite mes bombes. Toutes mes bombes, je vais vous les donner. Elle m'a dit que Dieu vous me donnez. Qu'est-ce que je vais en foutre avec vos bombes? Je ne les ai pas besoin. J'ai dit non, les bombes, on va les utiliser, mais pas contre les civils. Je lui dis, mais s'il y a encore des exécutions capitales, il me dit, dans ce cas-là, je ne peux rien promettre. Yassef Saadi est arrêté dans la Casbah le 24 septembre 1957 et passe en jugement devant le tribunal militaire d'Alger le 1er juillet 1958. J'avais dit, j'irai déposer comme témoin à décharge, et j'y ai été. En plein dans la fournaise. Et ma sœur a voulu m'accompagner parce qu'elle a pensé que si je disparaissais, il fallait qu'il y ait au moins quelqu'un qui puisse témoigner. Alors la déposition a été quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai raconté intégralement tout au tribunal. Ah oui, j'oubliais de vous dire que lorsque j'ai fait cette déposition au tribunal militaire, j'ai fait tirer 30 exemplaires de ma déposition que j'ai remis aux plus grands journaux parisiens en leur disant « Vous ne le publiez que s'il m'arrive quelque chose ». Nous avons tous dîné en mettant en pièces l'article de Germaine Tillion.
que nous tenions Boss-Lanzmann et moi pour une saloperie. Je me dis, c'est quand même pas gentil de dire ça. D'être bien tranquille, au soleil, à Saint-Germain-des-Prés, en train de se taper la cloche, bien à l'aise, pendant que moi je vais au charbon pour sauver des vies humaines qui sont réellement très compromises. J'ai remis au général de Gaulle, avant qu'il soit au pouvoir, tout ce que je savais sur la torture. Et je lui ai demandé, avant qu'il revienne au pouvoir, la grâce des condamnés à mort. Et il me l'a accordée. Et je dois dire que je lui ai aussi demandé la grâce, dois-je le dire, de Jean de Loaès. Eh oui. Et oui. Même ça, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que, je vais citer une parole célèbre, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Vous n'avez jamais recherché le pouvoir pour le pouvoir. Je n'ai jamais eu l'occasion. Et ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était le sauvetage. Sauver des vies humaines. Comprendre d'abord et sauver ensuite. Chaque instant de sa vie, toutes ses forces sont consacrées à l'Algérie. Pour tenter de préserver des vies, pour dénoncer la torture, pour atténuer les horreurs de la guerre et préparer un avenir meilleur. Inlassablement, elle informe et s'informe. Elle démarche, elle explique, elle plaide, elle soutient. C'est Hortensia qui a été apporté par le colonel de Bollardière. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, cet Hortensia? Il est rouge, alors que les autres sont bleus. Et à quelle occasion il vous l'a offert? Pour une de mes légions d'honneur. Je lui avais demandé d'être mon parrain. Et alors il est venu ici avec une bouteille de champagne et cette Hortensia. Et ce parrain, vous l'avez choisi? C'est moi qui l'ai choisi. Et pourquoi lui? Parce qu'il avait refusé la torture. Et c'était un acte très important. Dans cette période, 10 000 Algériens sont emprisonnés en France, en majorité pour activités politiques. Que faire pour eux? En 1959, membre du cabinet d'André Bouloche, ministre de l'Éducation nationale, Germaine Tillion peut développer l'enseignement dans les prisons. Je demande donc à Bouloche, est-ce que vous accepteriez de prendre l'enseignement dans les prisons à l'Éducation nationale? Alors il me dit, mais pourquoi pas? Là-dessus, je vais trouver le garde des Sceaux, qui était Edmond Michelet, et qui était un ami. Et je lui dis, est-ce que vous accepteriez de céder l'enseignement dans les prisons à l'Éducation nationale? Il m'a dit, mais allez donc, prenez-le. Toc. C'est ce qu'on a fait. Grâce à l'engagement des deux cabinets qui comptent nombre d'anciens déportés, à commencer par chacun des ministres, les livres peuvent rapidement circuler dans les cellules. Des locaux sont mis à disposition, des enseignants entrent dans les lieux de détention, des cours par correspondance sont accessibles. Un demi-siècle plus tard, le dispositif mis en place par Germaine Tillion continue d'offrir aux détenus la possibilité d'une promotion. Après la guerre, Germaine Tillion continue de porter le souci de l'Algérie dans la discrétion, sinon pour fonder dès 1963 avec Edmond Michelet l'association France-Algérie, dont elle restera vice-présidente plus de 20 ans. Beaucoup plus tard, en 2000, se retournant sur un passé qui pèse lourd dans la mémoire collective, elle appelle les autorités françaises à condamner officiellement la torture pratiquée pendant la guerre d'Algérie. La même année, à l'entrée du XXIe siècle, dans un de ses livres, elle invite avec humour
les Maghrébins de France à honorer l'avenir en réussissant leur vie dans leur pays d'accueil. Ces engagements ne se limitent pas à l'Algérie. Jusque dans son très grand âge, elle manifeste sa fidélité à ses camarades de résistance et de déportation, son soutien aux femmes et à de nouvelles causes, les minorités opprimées, les esclaves, les exclus, les migrants. Par exemple comme médiateur auprès des grévistes de la faim de l'église Saint-Bernard de la Chapelle. Dès l'effondrement du régime soviétique, les défenseurs russes des droits de l'homme invitent Germaine à Moscou, en mai 1992. Ils se souviennent que, dès 1950, elle avait été parmi les premiers à dénoncer le goulag. L'existence lui en avait été révélée à Ravensbrück par une déportée allemande, Grete Buber-Neumann. C'est important de lire le journal tous les jours pour vous? Oui, très important. Pour tout. Pour voir bouger le monde, pour savoir... Oui, c'est très important. Nous sommes responsables de ce qui se passe dans le monde, voyez-vous. Alors que durant la guerre d'Algérie, Germaine Tillion avait été une référence reconnue et médiatisée, elle n'est plus guère sollicitée. En est-elle affectée? Je crois que je m'en suis toujours foutue. Et au fond, très occupée toute ma vie. Par autre chose. Elle passe désormais de longues périodes en Bretagne, dans le parc-jardin qu'elle a amoureusement aménagé autour d'une maison accueillante à ses élèves et à ses nombreux amis. Elle y travaille sur plusieurs manuscrits, poursuivant ses réflexions sur ses recherches de jeune ethnologue et sur ses engagements passés. Mais depuis la parution en 1966 de son livre « Le harem et les cousins », qui avait suscité passion et polémique, elle publie seulement 2 nouvelles versions de son Ravensbrück. Pas d'autres livres en 30 ans. À partir de ses 90 ans, avec l'appui de ses proches et de l'association Germaine Tillion, elle se décide à sortir 6 ouvrages restés en attente. Les médias leur font un large écho. « À cet âge, dit-elle malicieusement, je ne fais d'ombre à personne. » Depuis lors, les hommages populaires et officiels ne cessent pas. Des livres, de nombreux articles, des films lui sont consacrés. L'opérette revue, écrite clandestinement à Ravensbrück, rencontre un succès inattendu. Plusieurs pièces de théâtre retracent sa vie et ses engagements. Son parcours et ses recherches font l'objet de plusieurs expositions. 8 ans après sa mort, une 50aine de lieux, d'établissements d'enseignement, de centres socioculturels, des promotions de grandes écoles ont choisi de prendre son nom. La dédicace, oui, les phrases que la dédicace, c'est pour Germaine Tillion, qui a su traverser le mal sans se prendre pour une incarnation du bien. Et voilà, comme c'est bien dit, comme c'est intelligent, comme c'est génial. Bravo, bravo, bravo. C'est comme ça qu'il faut être. Il faut défendre le bien. Il faut ne jamais se prendre pour l'incarnation du bien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'important dans le siècle? Hélas, c'est le nazisme. Ensuite, c'est le bolchevisme. Ensuite, ce sont les guerres coloniales. Ensuite, c'est la guerre d'Algérie. Bon, ensuite, c'est la guerre du Golfe. Sur chacun de ces événements, chacun, il y a une femme curieuse, simple, qui a l'air de rien, comme ça, qui laisse une trace. Elle est flamboyante de l'intérieur. Elle est flamboyante rétrospectivement. Et vous la rencontrez, et non seulement elle n'est pas flamboyante, mais elle n'a pas l'intention de l'être, elle vous décourage de l'être.
Elle a été un personnage central et pionnier dans deux affaires fondamentales de notre siècle, c'est-à-dire résistance, déportation et colonisation, décolonisation. Elle a été au centre et elle l'a été de façon exemplaire. J'ai décidé de faire entrer au Panthéon 4 grandes figures qui évoquent l'esprit de résistance. Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle-Antonios, Pierre Brossolette et Jean Zay.